Cœur sensible, bien sensible, un podcast sur les recherches de provenance en histoire de l'art, imaginé par Manon et Anna, dans lequel on vous présente une série d'enquêtes pour rendre visibles les objets derrière les vitrines, au service d'une relecture plus inclusive de l'histoire des biens culturels. Bonjour à tous et bienvenue dans Cœur sensible, bien sensible. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous avons décidé de vous raconter l'affaire des manuscrits royaux de la Corée du Sud. On a choisi de vous parler de l'histoire de ces manuscrits, de leur arrivée en France jusqu'à leur retour en Corée du Sud, car ce qui fait la particularité de ce cas, c'est qu'en recherche de provenance, on a rarement l'habitude de pouvoir parler de la vie d'un objet avant son entrée en collection. Effectivement, en poursuivant la trace de cet objet, on a découvert que son histoire extraordinaire était liée à une ligne de TGV et à une femme particulièrement dévouée. On vous raconte tout ça. On a perdu un trésor national important à cause des gouvernements étrangers. Mais aujourd'hui, grâce à nos relations pacifiées, nous avons réussi à assurer le retour de notre trésor national. C'est une belle victoire. L'homme que vous venez d'entendre, c'est le président de la Corée du Sud en 2011, Lee Myung-bak, qui célèbre alors le retour d'un ensemble de 297 manuscrits appelés les Wigwe. Cette restitution, qui n'en est pas une tout à fait, est négociée de 1993 à 2011 entre la Corée du Sud et la France, alors que les manuscrits arrivent, eux, sur le territoire français dès le 19e siècle. Pourquoi la négociation a-t-elle été si longue ? Et qu'est-ce qui explique que le président Lee Myung-bak parle d'une belle victoire ? Comme tout chercheur, Manon et moi, on a nos spécialités et nos domaines d'intérêt. Mes recherches portent plus particulièrement sur les droits culturels, le multiculturalisme en Amérique latine, mais également sur le droit international qui protège les biens culturels. De mon côté, je m'intéresse aux origines de l'ethnographie et de l'anthropologie en Europe, et des conséquences de l'avènement de ces disciplines dans les collections. Autant dire qu'on n'était ni l'une ni l'autre familière de l'histoire de la Corée du Sud au XIXe siècle. On ne peut pas commencer à nous intéresser aux manuscrits royaux de la Corée du Sud sans aborder dans un premier temps qu'est-ce qu'ils représentent pour l'histoire de ces pays. C'est pourquoi on s'est tourné vers Sun, une historienne de l'art spécialisée en art moderne français à l'université de Séoul et qui a grandi dans ces pays. Heureusement pour nous, elle est aussi une amie. Sun, tu es historienne de l'art, tu as grandi en Corée, tu as fait tes études en France, plutôt sur l'histoire de l'art français. Aujourd'hui, tu es historienne de l'art et aussi commissaire d'exposition. Tu travailles régulièrement avec des artistes coréens. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'importance de ces manuscrits, de leur signification culturelle ? Il s'agit d'un trésor national que je pense que la plupart des Coréens en connaissent le nom et leur fonction historique. Les Wigwe sont des archives détaillées des événements royaux qui documentent chaque étape de la préparation à l'achèvement. Leur but était de servir de référence pour les générations futures lorsqu'ils devaient organiser des cérémonies similaires. Au-delà de leur fonction pratique, les Wigwe ont aussi une grande importance symbolique. Dans les sociétés confucéennes, comme c'était le cas sous la dynastie Joseon, les archives jouaient un rôle essentiel à la fois comme outil d'évaluation historique et de commémoration, mais aussi comme un moyen de contrôle pour limiter le pouvoir du roi. Comme ces manuscrits enregistrent minutieusement des informations détaillées sur les cérémonies, ils participaient aussi à garantir une certaine transparence politique. En même temps, les Wigwe avaient aussi un rôle de propagande. Ils mettaient en avant l'importance des rites royaux et servaient à affirmer la légitimité du pouvoir. En ce sens, ils portent en eux plusieurs niveaux de signification symbolique. Merci beaucoup, Sun. Mais concrètement, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qu'ils représentent ces dessins ? Oui, bien sûr. Merci Anna pour ces questions.
Les eugues contiennent des calligraphies, des descriptions, des manuscrits et des dessins du palais. En fait, ces livres sont remplis de dessins représentant les rites et les événements royaux, comme les mariages et les funérailles, mais aussi des procédures détaillées, par exemple comment réparer un bâtiment dans l'enceinte du palais, les plans de forteresse, ou même comment restaurer les instruments de musique utilisés pour les rites. On peut les comparer à des rapports complets d'événements. À côté des dessins très détaillés, on trouve aussi des annotations précisant le nombre d'agents nécessaires pour chaque cérémonie et le budget alloué. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans les illustrations des rites ouvertes au public, on aperçoit aussi des figures de spectateurs. On les voit de dos, vêtus de blanc, la couleur portée par les gens du peuple à l'époque. Comme en témoigne Sun, c'est grâce à leur calligraphie minutieuse et leurs textes écrits en caractère chinois que ces manuscrits royaux recensent en détail la vie de la dynastie Joseon, du plus monumental au plus anecdotique. Les manuscrits reproduisent dans les moindres détails les multiples facettes de la vie de la famille royale de 1392 à 1910. Ils représentent les procédures, l'étiquette, les formalités à respecter lors des célébrations importantes, comme les mariages, les funérailles, les banquets, ou encore les réceptions de missions étrangères. Les manuscrits donnent également de précieuses informations au sujet de la construction des édifices et des tombeaux dynastiques. Leur matérialité est exceptionnelle. Ce sont des calligraphies minutieuses qui sont réalisées sur un papier dit shojuji, un type de papier de grande qualité utilisé uniquement à destination du roi. Ce papier est relié à l'aide de la technique traditionnelle de la rayure en métal qui permet de protéger les ouvrages de grande qualité. Ces manuscrits exceptionnels possèdent une couverture de soie dont les couleurs sont différentes pour chaque feuillet. Malheureusement, il est très difficile de trouver des représentations numérisées de ces manuscrits. Seuls quelques feuillets sont accessibles sur Internet, mais vous pourrez néanmoins admirer les précisions des lignes et la vivacité des couleurs sur notre Instagram et profiter de vous abonner. Les feuillets sont organisés par époque et par thème et permettent de suivre l'évolution des cérémonies royales au fil du temps. Grâce à ces manuscrits, on peut procéder à des comparaisons détaillées avec les autres cultures contemporaines de l'Asie de l'Est. Depuis 2007, ils sont inscrits au registre international Mémoire du monde de l'UNESCO, qui les qualifie d'ailleurs de patrimoine documentaire unique en son genre. L'UNESCO a d'ailleurs publié une série de vidéos qu'on vous conseille et qui montrent les illustrations des wigwais de manière créative puisque les dessins sont animés. Donc on voit sous nos yeux se dérouler les cérémonies avec les différents personnages, leurs costumes, les aliments consommés, la quantité de ces aliments, leur nature. Les illustrations mettent en scène les figures de la cour, mais également tous les membres de la société, car chacun a un rôle lors des processions. Vous trouverez ces vidéos en description. Les wigwais sont uniques car ils donnent des précisions sur la vie de la dynastie Joseon et montrent comment étaient appliqués les principes de l'idéologie confucéenne en Corée du Sud à cette époque-là. Alors, le confucianisme, pour tous ceux qui l'ont oublié comme moi, est une idéologie qui a été élaborée à partir de la pensée de Confucius vers le VIe siècle avant notre ère. Confucius a développé une éthique des relations humaines qui a été ensuite développée par de nombreux auteurs et a été inspirée par d'autres courants de pensée. Maintenant qu'on a mieux saisi l'intérêt culturel des wigwais, on doit retourner dans le passé pour comprendre le parcours de cet objet, de la Corée du Sud à la France, puis de la France à la Corée du Sud. Les manuscrits sont redécouverts en France en 1975 alors qu'ils avaient été oubliés et erronément répertoriés comme des manuscrits chinois. Quand on cherche la provenance d'un objet, il n'est pas rare de s'apercevoir que des erreurs d'appellation ont été commises. Ça arrive même très souvent. Les noms originels, les toponymes, sont perdus et remplacés par le vocabulaire des nations colonisatrices. Si aujourd'hui on est dans la mesure de vous raconter cette histoire, c'est grâce au travail de toute une vie qui a amené la docteure sud-coréenne Park Byung-sung. Cette historienne de profession est venue en France pour réaliser son doctorat à l'université Paris Diderot. Et son mentor suspectait déjà que les manuscrits avaient été pris pendant une expédition militaire française en Corée, mais en fait il ne savait pas s'ils avaient été détruits ou conservés. La chercheuse Park Byung-sung est embauchée par la Bibliothèque nationale de France, principalement pour sa connaissance du coréen et du chinois, mais de son côté, elle explore sans cesse les couloirs de la bibliothèque à la recherche du patrimoine perdu de la Corée.
Après 20 ans d'enquête, la chercheuse finit par retrouver la trace des Wigwe aux annexes de la BNF à Versailles, dans les réserves. Les Wigwe étaient conservés dans une salle aux côtés d'autres ouvrages considérés comme en mauvais état. C'est là qu'elle a trouvé une pile d'ouvrages poussiéreux. Elle en informe les autorités coréennes et le sujet fait alors la une de la presse. Le scandale éclate et l'administration de la BNF l'oblige à démissionner de son poste. Dans une interview qu'on a regardée pour préparer cet épisode, elle raconte que pendant longtemps, elle n'avait même pas le droit de revenir à la bibliothèque pour étudier les Wigwe. Mais c'est grâce à sa persistance qu'elle a réussi à convaincre l'administration de la BNF, et c'est alors qu'elle se lance dans la traduction des manuscrits du caractère chinois vers le coréen. Comme vous pouvez penser, c'est une tâche énorme et très complexe qui lui a pris environ 10 ans pour étudier méticuleusement toutes les informations dont on vous a parlé précédemment. D'ailleurs, je profite de cet épisode pour vous raconter qu'alors que Park Bi-young travaille à la BNF, avant d'être mise à la porte, elle fait une autre découverte incroyable pour l'histoire de la Corée du Sud, mais également pour l'histoire universelle, qui est la découverte du Jigji, le premier texte imprimé utilisant des caractères métalliques mobiles. Il s'agit d'un recueil de textes bouddhistes coréens datant de 1377. Il a été imprimé dans un temple en Corée, 78 ans avant l'impression de la célèbre Bible de Gutenberg en 1455. Aujourd'hui encore, la Bible de Gutenberg est souvent considérée comme le premier ouvrage imprimé. Le Jigji a un parcours encore flou, mais il semble avoir été acheté sur le marché de l'art avant d'avoir été donné à la BNF, qui l'avait oublié au même titre que les Wigwe, avant leur redécouverte par Park Byung-sung. N'hésitez pas à nous dire si ce serait une histoire que vous aimeriez connaître pour un prochain épisode. Cela dit, et étant nous-mêmes des femmes passionnées par la recherche, nous pouvons que saluer les efforts de la docteure Park Byung-sung. C'est pour nous une grande source d'inspiration puisque ces découvertes restent un élément clé des efforts de la Corée du Sud pour récupérer les biens culturels perdus pendant la colonisation et les périodes de guerre. Si, à la manière du chercheur Igor Kopitov, on écrivait la biographie des manuscrits, qu'est-ce qu'on pourrait écrire ? La méthode de la biographie critique de Kopitov invite à étudier de manière circonstanciée et réflexive tous les contextes connus par l'objet avant d'arriver jusqu'à nous et à sa position actuelle. D'abord, il faut remonter un peu dans le temps pour comprendre comment les Français sont-ils arrivés en Corée. Depuis le XVIIe siècle, la Société des missions étrangères de Paris, une société de vie catholique apostolique, cherche à convertir plusieurs régions d'Asie au catholicisme. En 1831, le pape crée le vicariat apostolique de Corée, ce qui entraîne une multiplication des missionnaires en Corée du Sud. Cependant, leur présence se heurte à l'opposition de certains rois de la dynastie Joseon au XIXe siècle. Et en 1865, l'amiral Rose mène une première mission de reconnaissance, puis revient à Séoul avec le soutien de 7 navires. L'amiral Rose débarque en octobre 1866 sur une île qui porte le nom poétique de la fleur du fleuve, ou en coréen, l'île de Kwang-ha. Et là je me tourne vers Sun pour être sûr que je ne dis pas de bêtises. Sur cette île se trouve une forteresse qui a servi plusieurs fois de refuge aux familles royales lors d'invasions étrangères et de querelles dynastiques. L'amiral Rose et le commandant d'Osri s'emparent de l'île et de ses bâtiments, en particulier de la bibliothèque. C'est dans cette bibliothèque, construite sous le règne du roi Lee Yong-yong, au XVIIe siècle, que sont conservés les précieux manuscrits. Les troupes françaises attendent depuis plusieurs jours sur l'île une réponse du gouvernement de Séoul. Finalement, après quelques journées de fusillade réciproque, l'amiral Rose, ne parvenant pas à vaincre les troupes coréennes, ni à obtenir un quelconque accord avec le gouvernement de Séoul, décide de quitter l'île. N'assumant pas cette défaite, il affirme officiellement que le préjudice causé à la cour est déjà suffisant. Par ailleurs, et c'est un aspect considérable du travail des chercheurs de provenance, il faut comprendre le contexte d'acquisition des manuscrits selon les concepts juridiques de l'époque. La question est la suivante. Les manuscrits sont-ils arrivés de manière légale ou illégale aux mains des autorités françaises en 1866 ? Pour répondre à cette question, il faut différencier le pillage de la prise de guerre. D'abord, l'interdiction du pillage est une règle ancienne du droit international coutumier et de droit pénal français depuis 1793. Ensuite, la prise de guerre est à la fois un droit et une pratique courante du XIXe siècle.
La prise de guerre est mentionnée dans le Code Liber, le premier essai de codification du droit de la guerre qui date de 1863. L'article 36 de ce code stipule que les œuvres d'art, bibliothèques et collections peuvent être saisies par la nation conquérante à la condition de pouvoir être déplacées sans dommage. En conclusion, lors de la campagne militaire française de 1866, menée par l'amiral Rose, les prises de guerre sont autorisées. Et depuis la loi du 2 mars 1832, doivent être remises à l'État. Ce qu'a fait l'amiral Rose, puisqu'il donne les manuscrits à la bibliothèque impériale. Mais de fait, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, des positions antinomiques sur la question coexistent. Dans les années 1860, le professeur Jean-Gaspard Bluntschli affirme déjà ce qu'il écrit plus tard, en 1995, à savoir « Les œuvres d'art sont un des éléments de la vie intellectuelle d'un peuple et d'un pays, et la guerre, qui n'est qu'une tourmente passagère, doit autant que possible respecter les droits éternels d'une nation. » Les idées révolutionnaires de ces professeurs sont reprises dans un projet de grande envergure qui aboutit à la Déclaration de Bruxelles sur les lois et les coutumes de la guerre datant du 27 juillet 1874 et réunissant 15 délégués européens. On comprend donc qu'à l'échelle européenne, 8 ans après le vol de l'amiral Rose, l'article 8 de la Déclaration de Bruxelles interdit les saisies et les destructions des œuvres. En ce sens, les années 1860 représentent un tournant du droit de la guerre, et le régime juridique encadrant les prises de guerre, à cette période, est flou. Il est certain que c'est par la force que les Français se sont emparés des manuscrits, d'une importance culturelle exceptionnelle. L'ancien ministre Jack Lang le dit très simplement aux journalistes de l'AFP en 2011. À la fin du XIXe siècle, des marins français ont volé en Corée ces précieux manuscrits qui racontent 5 siècles de rituels royaux de la dynastie Joseon. Au-delà de la question de la légalité, il s'agit d'un vol que l'on peut qualifier d'illégitime. Pour nous, à ce jour, les motivations de l'amiral Roseux à s'emparer des manuscrits restent floues. Ce qui est certain, c'est qu'au XIXe siècle, les militaires dérobaient des objets des nations adverses au titre des trophées de guerre, et puis les apportaient à la bibliothèque impériale, aujourd'hui BNF, qui ne conservait uniquement que des ouvrages, mais aussi d'autres objets. Après la remise des manuscrits par Rose à la bibliothèque impériale, il semble avoir été purement et simplement oublié par la France, car les Coréens, eux, n'ont jamais oublié cette partie de leur patrimoine. À partir de leur redécouverte en France, grâce à l'historienne Park Byung-seong, en 1975, la Corée du Sud demande la restitution des manuscrits par le biais de l'État, mais aussi par le biais de la société civile. Des associations, en France et en Corée, militent pour le retour des manuscrits. Entre 1975 et 1993, les Wigwais sont toujours conservés à la BNF, et ce, malgré les protestations de la Corée du Sud. En 1993, François Mitterrand se rend en visite officielle en Corée du Sud, et à cette occasion, la France ouvre des pistes pour des négociations. Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnol, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Et pourquoi pas un peu coréen ? Bref, cette visite du président Mitterrand n'avait rien à voir avec une possible restitution des manuscrits. Lors de sa prise de parole, François Mitterrand saluait, je cite, « l'avènement et le renforcement de la démocratie », symbolisé par l'élection à la présidence en décembre 1992 de Kim Young-sam, qui est qualifié comme l'un des pères de la démocratie en Corée. Il a été notamment le premier président civil du pays après 30 ans de domination militaire. On comprend mieux donc l'importance de cette visite du président français dans le pays, et l'on sait aussi que ce dernier voulait concrétiser rapidement le choix du TGV pour équiper la ligne Séoul-Busan. Nous avons donc ici un élément à rajouter à la complexité qui entoure le cas des manuscrits
royaux, c'est-à-dire un enjeu économique très clair. C'est dans ce contexte diplomatique et économique que le président français aborde le sujet des manuscrits royaux. À l'époque, Mitterrand ne souhaite pas transférer la propriété des Wigwe à la Corée, car il ne souhaite pas, je cite, « ouvrir la boîte de Pandore à toutes les restitutions ». Encore aujourd'hui, c'est une expression couramment utilisée par les opposants des restitutions. Ces opposants ou détracteurs avancent qu'il y aurait une quantité trop importante d'œuvres à restituer. Et pourtant, les chercheurs de provenance le savent bien, les demandes officielles de restitution sont rares. À ce moment-là, en 1993, François Mitterrand n'envisage pas une véritable restitution, mais seulement un prêt, afin que la France conserve la propriété des manuscrits. Son objectif est de solidifier l'amitié entre les deux pays, mais surtout de sceller l'accord de la ligne de TGV, qui est un enjeu économique important pour la filiale française. Tout à fait. Dans le contexte de cette visite déjà tendue, la BNF passe d'un lieu de conservation ou stockage des Wigwe à l'acteur principal de ce qui devient une véritable crise culturelle et diplomatique. La visite prend une tournure rocambolesque. Le président est accompagné de Jacqueline Sanson, alors directrice générale de la BNF, et de Monique Cohen, responsable des manuscrits orientaux. Ils apportent toutes les deux une mallette contenant l'un des précieux manuscrits. D'après Jacques Toubon, alors ministre de la Culture, le manuscrit intitulé Coréen 2495 avait été apporté pour être présenté aux autorités coréennes. J'ai bien dit présenté. Alors que sur place, le président français a prévu de le donner au président Kim, et ce contre la volonté des conservatrices. Certains articles de presse qu'on a lus en préparant l'épisode mentionnent même qu'une des conservatrices se serait évanouie d'horreur à la remise du manuscrit. Mais parmi tous les détails, il est difficile de démêler le vrai du faux. Toutefois, ce qui est certain, c'est que cette négociation de 1993 aboutit, petit 1, à la remise du manuscrit 2495, petit 2, au chantier de construction du TGV reliant les villes de Séoul et de Busan, finalisé en 2004. Petit 3, à la colère de l'équipe scientifique de la BNF qui fait bloc derrière les deux conservatrices, Sanson et Cohen. À l'époque, les conservateurs, comme la presse spécialisée, défendent, quoi qu'il en coûte, l'inaliénabilité des collections. Il s'agit d'un principe fondamental du droit du patrimoine français qui empêche les biens culturels de sortir des collections. Aujourd'hui, et même notre podcast en témoigne, la position des chercheurs a évolué. On travaille plutôt en quête d'une vérité dans une perspective des réparations. Après 1993, donc, la France a essayé de freiner ce que cette visite mouvementée avait entraîné en proposant des compensations, comme des copies numériques des manuscrits. À ce stade, on comprend bien quand même que cette solution ne paraît juste ni à l'État sud-coréen, ni à la société civile, ni à l'historienne Park Byung-sung, qui les avait sauvés de l'oubli. En 2011, le ministre de la Culture, Jack Lang, fait basculer le point de vue politique du côté français. Il affirme, auprès du président Nicolas Sarkozy, que les manuscrits sont juridiquement la propriété de la France, mais qu'ils appartiennent moralement, culturellement et historiquement à la Corée du Sud. Le président Nicolas Sarkozy décide de contourner cette inaliénabilité des collections grâce à un prêt à long terme renouvelable tous les 5 ans. Il ne s'agit pas d'une restitution, c'est-à-dire d'un transfert de propriété pur et simple, puisque la France conserve la propriété juridique. Cet accord pose certaines conditions. Il inclut une programmation culturelle et la création d'un groupe de travail de haut niveau binational, ce qui impose à la Corée une présence française dans l'étude de son propre patrimoine. De plus, il prévoit l'accès libre aux manuscrits pour les conservateurs de la BNF, donnant l'impression d'un attachement supérieur qui rendrait impossible la séparation d'un objet de son conservateur. Comme si participer à la conservation du patrimoine donnait des droits particuliers vis-à-vis des objets. Déjà au moment de la visite de François Mitterrand, les conservatrices Sanson et Cohen disent avoir été contraintes de transporter depuis Paris l'un des manuscrits. Au départ, ils avaient la mission de le présenter aux autorités coréennes, mais sur place, le ministre de la Culture leur a ordonné de le remettre. Il s'affirme, selon les archives de l'AFP du 17 septembre 1993, je cite, « avoir accompli un acte à la fois contraire à l'intérêt de la France, à la légalité, à la déontologie de leur profession et à leur conscience ».
Les membres du personnel de la BNF affirment que le prêt renouvelable est l'équivalent d'une restitution permanente, finalement. Le mécontentement de ces chercheurs s'est exprimé dans une pétition en novembre 2010, dénonçant une décision prise à leur insu. De notre point de vue, ce n'est pas tant la prise de décision à l'insu des conservateurs, qui nous paraît choquant, mais plutôt l'accord et le malaise qu'il suscite. Il donne l'impression de favoriser une collaboration à part égale, alors qu'il reproduit en réalité une dynamique de domination. Le prêt ne reconnaît pas le droit de la Corée à sa propre histoire nationale, d'autant plus que l'accord stipule que les frais de transport seront à la charge de la Corée. Le caractère inégal de cet accord ne peut nous échapper 14 ans plus tard. Mais nous avons voulu demander à Sun, notre ami, comment dès 2011 l'accord a été reçu en Corée. Je ne me souviens pas très bien des détails, mais je me souviens du moment où j'ai entendu parler du retour des Uyghurs. J'ai aussi regardé à ce moment-là un documentaire sur une chercheuse coréenne, Park Byung-sun, qui a vécu en France et qui a beaucoup travaillé pour les Coréens, fassent des efforts afin de les rapatrier en Corée. J'ai entendu brièvement les deux points de vue du côté français et du côté coréen. En Corée, certains estiment que la formule du prêt renouvelable tous les 5 ans est inadmissible, tandis que d'autres considèrent que le simple fait que les Uyghurs soient rentrés est déjà une avancée. C'est un sujet très délicat. Ce cas des manuscrits coréens, ou Uyghur, comme on a appris à les appeler, démontre bien que la plupart des cas de restitution des biens culturels s'inscrivent dans des logiques diplomatiques et politiques. Et même si ce n'est pas une question nouvelle, elle est devenue sensationnelle depuis le discours des Ouagadougou d'Emmanuel Macron en 2017. Le temps long de la négociation et ses aspects assez délicats en font un exemple à ne pas reproduire. Les retours d'objets, prêts ou restitutions, sont des processus longs qui nécessitent une collaboration binationale. Le prêt renouvelable auquel a abouti cette affaire a permis à la France de solidifier une relation stratégique en Asie, mais il n'a pas ouvert la voie à une véritable politique de restitution, puisque l'accord insiste sur le caractère unique de ce prêt. François Mitterrand, comme Nicolas Sarkozy, ne considérait pas la question des retours des biens culturels sous un angle global, culturel et muséal, mais plutôt comme un acte stratégique, géographiquement et temporellement situé. Si ce prêt de manuscrits a permis à la Corée du Sud au moins de récupérer la garde physique de son patrimoine pillé, il est évident que cette transaction est déséquilibrée. Quelque chose a coûté cher à la Corée du Sud, il s'agit de la libre appropriation de son patrimoine. Malgré ce déséquilibre de l'accord, l'accueil des manuscrits a été vécu comme une belle victoire par la Corée du Sud, et de nombreuses cérémonies ont célébré ce retour. Mais surtout, le travail de plus de 60 ans de l'historienne Park Byung-seong. Voilà pourquoi on avait envie de vous partager la biographie des manuscrits coréens, dès leur vie sur l'île de Gwangwa jusqu'à leur retour à Séoul, en passant par leur long séjour dans les réserves de la BNF. En bref, nous avons aimé vous raconter cette histoire qui rassemble une chercheuse exceptionnelle, le sort des biens volés et le destin d'une ligne de TGV. C'est donc la fin de cet épisode. Nous vous remercions pour votre écoute. On espère que vous avez trouvé cette biographie des manuscrits coréens intéressante, que vous avez appris des choses que vous n'aviez pas peut-être, comme les découvertes de l'historienne Park Byung-seong. Merci beaucoup à Sun de nous avoir partagé ses réflexions et merci aussi à elle d'avoir été notre première invitée. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur vos plateformes préférées et de nous suivre sur Instagram. En attendant, nous on vous dit à la prochaine et prenez soin de vous.